Méthode. Initiation à la dissertation. Voyons, je travaille tout mon samedi ou j'achète un corrigé sur le net? Que savez-vous de la dissertation? La dissertation? On m'a dit que c'était très difficile. Je crois que c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est de l'argumentation. C'est beaucoup écrire pour pas dire grand-chose. Disserter vient du latin. Cela signifie exposer et enchaîner des raisonnements. C'est donc un exercice d'argumentation. C'est la base. Autrement dit, on s'entraîne à la dissertation sans savoir quand on travaille l'argumentation. C'est aussi un travail d'écriture. Cela demande donc, avant tout, de l'entraînement. D'une certaine façon, c'est un exercice que vous avez déjà appris à faire, le sujet de rédaction au brevet. Par exemple, en 2018. Vous avez lu en classe ou par vous-même de nombreuses œuvres littéraires dans leur intégralité ou par extrait. Vous expliquerez ce que vous ont apporté ces lectures et vous direz pour quelles raisons il est toujours important de lire aujourd'hui. Comparez à présent ce sujet de brevet avec un sujet de dissertation que l'on donne aux classes de lycée. Montesquieu a écrit qu'il n'a jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne lui ait ôté. Quels sont les plaisirs que peut procurer la lecture d'œuvres littéraires? Le sujet est souvent une question. Comment pourrait-on appeler cette question? Une problématique! Répondre à une problématique. Une problématique permet de développer un raisonnement personnel au travers d'une question. Elle permet de montrer la profondeur et l'intérêt du sujet. C'est donc une question qui appelle au débat. Reprenons le sujet de dissertation précédent. Quels sont les plaisirs que peut procurer la lecture d'œuvres littéraires? Le sujet nous fait réfléchir à l'importance de la lecture. Mais pas n'importe quelle lecture, celle d'œuvres littéraires. Pourquoi? Qu'est-ce que la littérature a à nous apprendre? Et surtout, pourquoi est-ce que cela devrait être un plaisir de lire ce type d'œuvre? Maintenant, vous pouvez réfléchir au mot plaisir. Plaisir de manger, de se livrer à un sport, mais plaisir de lire? En plus, ce mot est au pluriel. Pourquoi? Voilà, vous êtes en train de trouver une problématique associée au sujet proposé. Les origines de la dissertation. La disputatio médiévale. Pratiquée notamment à l'occasion du baccalauréat, c'était une épreuve qui consistait dans une sorte de joute oratoire. Le jour de l'examen, un sujet était proposé à deux candidats sous la forme d'une question. On tirait au sort qui devrait plaider pro et qui devait plaider contra. Voici un exercice d'application. Sujet de dissertation. Vous semble-t-il qu'un personnage non humain puisse être un bon personnage de roman? Imaginons qu'en classe, nous formions deux groupes. Le premier groupe soutient la thèse « Oui, un personnage non humain peut faire un bon personnage de roman ». Le second groupe, lui, soutient la thèse « Non, un personnage non humain ne peut pas faire un bon personnage de roman ». Pour chaque point de vue, trouvez deux arguments. Oui, un personnage non humain peut faire un bon personnage de roman. Premièrement, suivre un personnage non humain comme un animal nous permet de voir le monde autrement, de découvrir l'aspect sauvage de la vie. Par exemple, dans Cro-Blanc de Jack London, on suit les aventures d'un chien-loup qui lutte pour survivre dans le Grand Nord. Ensuite, les personnages non humains servent souvent à délivrer un message aux hommes, comme dans les fables. Ce sont des symboles. Par exemple, dans La ferme des animaux de George Orwell, les animaux qui se rebellent contre le fermier symbolisent la révolte des hommes contre l'esclavage. Non, un personnage non humain ne peut pas faire un bon personnage de roman. Déjà, on aura beaucoup plus de mal à s'identifier à un personnage qui n'est pas un être humain. Je pense aux monstres dans les romans comme les Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Ensuite, les personnages non humains sembleront
artificiels ou trop enfantins, comme le loup dans dans les contes de fées, ou les extraterrestres dans les romans de science-fiction. En bref, une dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle et argumentée à partir d'une problématique littéraire issue du programme de français. Pour développer son argumentation, le candidat s'appuie sur ses révisions, la dissertation porte sur une œuvre programme, ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelle. C'est en même temps une sorte de test de compréhension du cours, qui va mettre aussi à l'épreuve votre capacité de réflexion, votre capacité à argumenter et votre culture générale. L'exercice est très codifié. Voici une dissertation sur la peste de Camus. Un héros de roman doit-il posséder des qualités extraordinaires? Pour répondre à cette question, vous vous appuierez principalement sur la peste d'Albert Camus, mais aussi sur les récits ou extraits de récits étudiés en classe et sur les autres romans que vous avez lus. Dans un premier temps, il faut bien lire et comprendre le sujet. Commencez par surligner les mots-clés, les mots qui vous semblent les plus importants. Héros. Vous pensez sans doute à des personnages hors normes. Un héros est un personnage important, emblématique. Le héros du roman est le personnage principal de l'histoire, celui qui va briller par ses exploits ou dont on va suivre les aventures. Des qualités extraordinaires. Auxquelles pensez-vous? Le courage, la bravoure, l'ambition, l'amour, la générosité? Vous pensez peut-être déjà à des héros ou des héroïnes de romans connus? Harry Potter et Hermione, D'Artagnan, Peter Pan. Et dans La Peste, Rieux, Tarou, le père Panelou, Cottard. À quelle qualité reliez-vous chacun de ces personnages? Maintenant, vous pouvez problématiser. Quel genre de question est ce sujet? C'est une question fermée, à laquelle on peut répondre oui ou non. Oui, les héros de romans doivent posséder des qualités extraordinaires. Non, les héros de romans ne doivent pas posséder des qualités extraordinaires. Voyez-vous ce qu'il est possible de faire? On peut débattre, discuter chacune de ces propositions. Par exemple, qui dit qualité dit défaut, non? Notre problématique pourrait donc être la suivante. Le héros de roman doit-il forcément posséder des qualités extraordinaires? Ne peut-il pas également être banal, ou même être affublé de certains défauts? Dans un troisième temps, vous devez élaborer un plan. C'est la formulation du sujet qui vous indique quel type de plan choisir. Un héros de roman doit-il posséder des qualités extraordinaires? Ce sujet est une question fermée. Il vous invite à débattre, à discuter la validité de la thèse. Le héros de roman doit posséder des qualités extraordinaires. On choisit donc un plan dialectique. Voici un plan dialectique simple. Thèse, c'est l'idée principale du sujet. Le héros de roman, le plus souvent, doit posséder des qualités extraordinaires pour capter l'intérêt du lecteur. Antithèse, ce sont les limites de la thèse. Mais, de plus en plus souvent, le lecteur apprécie de suivre les aventures de personnages qui lui ressemblent. Il existe même ce qu'on appelle des anti-héros. Synthèse. Ce n'est pas un résumé. Cette troisième partie permet de dépasser l'opposition thèse-antithèse et de terminer sur une idée plus ouverte. On attend avant tout d'un personnage de roman qu'il soit complexe et qu'il soit capable de dépasser sa condition. Maintenant, on peut élaborer un plan détaillé en se servant de La Peste et d'autres lectures. Vous devez organiser votre réflexion en 2 ou 3 grandes parties, elles-mêmes divisées en 2, 3 ou 4 arguments. Commencez par écrire sur une feuille de brouillon tous les exemples qui vous viennent à l'esprit. Votre lecture du roman est donc primordiale. Petite astuce, prenez 2 ou 3 couleurs de surligneur et surlignez sur votre brouillon ce qui est lié, ce qui a un rapport qu'on pourrait associer dans une grande partie.
Première partie. Le héros de roman, le plus souvent, doit posséder des qualités extraordinaires pour capter l'intérêt du lecteur. Grand A. Qui dit personnage extraordinaire, dit univers et intrigue extraordinaire. Exemple, les personnages de la peste sont confrontés à une situation exceptionnelle, l'épidémie de peste qui va entraîner la mise en quarantaine d'Oran. Ce roman a même une portée symbolique. Grand B. Les personnages admirables fascinent, servent de modèle. Exemple, Rieux incarne un médecin prêt au sacrifice de sa vie. Le lecteur est profondément admiratif d'un tel homme. C'est le symbole de l'homme révolté, qui lutte contre la peste par des moyens purement humains, en agissant dans le quotidien pour soulager la souffrance des autres. Deuxième partie. Mais de plus en plus souvent, le lecteur apprécie de suivre les aventures de personnages qui lui ressemblent. Il existe même ce qu'on appelle des anti-héros. Grand A. Il favorise l'illusion de réalité et l'identification. Exemple. Joseph Grand est employé de mairie, écrivant un livre dont il réécrit sans cesse la première phrase en vue d'atteindre une forme de perfection romanesque. Ce personnage banal et un peu ridicule, il est Monsieur Tout-le-Monde. Grand B. Il existe même des anti-héros, des personnages qu'on aime détester. Exemple. Cottard est l'homme moyen, pas véritablement conscient de l'absurdité de l'existence. C'est le modèle du profiteur égoïste qui sera finalement jugé à la fin de l'œuvre. Il symbolise le collaborateur à l'époque de l'occupation nazie. Troisième partie. On attend avant tout d'un personnage de roman qu'il soit complexe et qu'il soit capable de dépasser sa condition. Grand A. La transfiguration d'un personnage banal en personnage admirable. Exemple. On peut facilement s'identifier à Raymond Rambert, qui fait tout son possible pour quitter la ville, mais qui abandonne cependant ses projets d'évasion et aide Rieux dans son labeur. Grand B. Une morale incarnée à notre portée. Exemple. Le personnage de Tarou est un homme normal, mais qui a décidé de lutter contre la peste. Pourtant, il est le symbole de l'homme absurde. Celui-ci ne parvient pas à dépasser sa condition d'homme absurde car il ne croit pas véritablement en l'homme et a renoncé à l'action collective. Dernière étape, la rédaction. C'est presque la même méthode que pour rédiger un commentaire composé. Nous en parlerons bientôt.